Merci de votre confiance renouvelée, Madame, Messieurs. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ce vendredi pour parler politique dans cette émission nommée Politico, qu'il s'agit d'une émission qui traite ou qui analyse l'actualité sans filtre, sans gants. Nous sommes là pour nous dire la vérité en face, ici. Les noms dit, c'est dit tout haut. Et aujourd'hui, ou cette fois-ci, il s'agira de grandes lignes de l'actualité tout au long de cette semaine. Il s'agit de la ratification de l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et sous la médiation du président des États-Unis d'Amérique. Il s'agira également de l'interpellation de hauts gradés de FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est vrai, vous avez appris qu'il y a eu plusieurs interpellations. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions analyser pourquoi ces interpellations, à quoi ça va aboutir. Toutes ces questions, c'est tout à l'heure dans Politico de ce vendredi. Les dossiers Jacques Kaboula Katoué qui a été suspendu et aujourd'hui son vice-gouverneur Martin Kazembe qui assure l'intérim de la province de poste de gouverneur au sein de la province du Haut-Katanga. Et enfin, la question qui fait la une de l'actualité, il s'agira de l'éducation bien sûr, où on a vu la ministre de l'Éducation qui demande à ce que les écoles puissent maintenir les élèves enceintes tout au long de cette année qui va commencer. Toutes ces questions, c'est tout à l'heure dans Politico. Et puisqu'il s'agit de ces grandes questions, il est normal que l'UDPS soit notre invité d'honneur. Serge Ngalamolomé, cadre de l'UDPS et analyste politique du Lolaba. Heureuse de vous revoir. Heureux aussi de vous revoir aussi, d'être encore une fois sur ces plateaux. Merci de la confiance renouvelée. Merci pour ces sujets que nous allons débattre ici pour éclairer l'opinion. Je salue tous ceux qui vont nous suivre et je sais que nous allons passer des bons moments. Vous transpirez déjà? Oui, il fait chaud hein, aujourd'hui. Hein. C'est le climat qu'il y a aujourd'hui. Les sujets font chaud ou Non, ce sont des sujets importants. Ce sont des sujets importants qui font l'actualité. Et nous devons faire face à cela pour, dans la mesure de donner l'éclaircissement à la population, parce que la bonne compréhension donne une bonne opinion. Comment se porte l'UDPS avec toutes ces grandes actualités? Se porte très bien. Nous nous sommes préparés pour tout ça. Nous savions que le pays a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Donc vous êtes conscient qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes sérieux et vous êtes à tous les niveaux. Ce sont des problèmes qu'on a hérités depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Okay. Donc nous étions conscients qu'une fois au pouvoir, tous ces problèmes seront en face de nous. Donc il n'y a rien de surprise, mais ce sont des problèmes sérieux qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Je dois quand même vous remercier de répondre positivement à l'invitation de Politico. Alors, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, Serge Ngalamolomé, nous commençons par la ratification de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Nous voulions savoir d'abord, vous, en tant que UDPS, quelles sont les grandes lignes que nous, population, nous devons retenir par rapport à cet accord entre la RDC et le Rwanda? Les grandes lignes, c'est que d'abord, je veux commencer par saluer cet accord et saluer la patience, la confiance du peuple congolais pour qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Cet accord, c'est un accord qui se distingue dans la mesure où c'est un accord qui a pris en compte presque tous les aspects. Par rapport à tout ce qu'on a fait dans le temps, on parlait beaucoup plus de discussions politiques, mais cet accord a pris en compte le tout pour que... Le tout là, c'est quoi? Le tout, c'est-à-dire, c'est un accord politique, c'est un accord diplomatique, c'est un accord qui n'est pas diplomatique, mais qui est diplomatique, mais qui a aussi un aspect économique. C'est qui les rend encore très importants parce que vous parlez de tout. Voilà, nous parlons de tout là-dedans, okay, avec des aspects économiques, c'est-à-dire au cas où il faudrait mettre en place des accords économiques. On nous donne la piste, comment est-ce que ça va se faire. Ce n'est pas un accord économique, mais c'est un accord qui a pris en compte beaucoup d'aspects, même l'aspect économique, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre à l'Est, les raisons sont des raisons économiques. Est-ce que l'UDPS soutient cette ratification? Nous la soutenons parce que nous l'avons suivi. Nous avons suivi l'évolution de ces pourparlers qui ont commencé il y a longtemps. Nous sommes allés à tous les niveaux, nous étions au niveau de la sous-région, nous étions au niveau de la région, nous étions au niveau de l'Afrique entière avec l'implication du président de l'Angola. Vous avez respecté la procédure? On a respecté toute la procédure. Serge Ngalamolomé. Pardon? Sauf au pays.
C'est quoi la procédure qui devrait être poursuivie au niveau du pays? Le problème du pays, c'est quoi? Le problème du pays, c'est la conscience du peuple congolais et de l'homme politique congolais. Quel est le chemin que devrait poursuivre cet accord au niveau des institutions de la République démocratique du Congo? Mais l'accord est là, c'est le président qui engage la nation. Le président engage la nation, il peut ratifier des accords au nom de la paix. Vous avez l'article 217 que beaucoup qui dit ont quoi? Cet article dit quoi? Qui donne le pouvoir au président de ratifier des accords au nom de la paix avec d'autres pays. Tous les accords ou bien il y a des exceptions? Non, il y a des exceptions. Ici, nous parlons d'un accord international, un accord de paix international. Nous parlons d'un accord au nom de la paix. Au nom de la paix et de l'unité africaine. Vous comprenez? Okay. Qui est international, justement, que le président peut ratifier. Il ne faut pas aussi oublier que le président a la majorité parlementaire. C'est-à-dire, il n'a pas trop de gymnastique à faire parce qu'il a d'abord la majorité parlementaire. Mais cela n'exclut pas la procédure à suivre. Non, ça n'exclut pas la procédure à suivre. Ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on doit mettre une croix sur la procédure à suivre. Vous savez pourquoi on discute d'un accord au niveau du Parlement? À vous de nous dire. On discute d'un accord au niveau du Parlement parce qu'on doit dégager une majorité qui soutient la position prise par le pays. Vous êtes d'accord que cet accord devrait passer par le Parlement? Non, je suis d'accord. Je ne suis pas contre cela. Je suis aussi d'accord. C'est pas facultatif non plus, Serge. Non. Je suis aussi d'accord que le président puisse ratifier l'accord sans passer par le Parlement. Vous lisez. Selon quelle loi de la République? République? Lisez l'accord 217 de la Constitution. Qui dit quoi? Mais vous lisez si vous en avez, si je n'en ai pas. L'accord donne le droit au président de ratifier l'accord international qui engage le pays au nom de la paix. Et la discussion se fait au niveau du gouvernement. Mais la ratification en question doit se faire où? Selon les lois du pays. Regardons droit dans la caméra, devant la population congolaise. Non, la ratification se discute au niveau du gouvernement. Vous comprenez? Après le gouvernement, on peut présenter le dossier au niveau du Parlement. On peut ou on doit? On doit présenter, mais moi je vous donne l'aspect où le président... Merci de reconnaître qu'on doit. Nous sommes en politique. Justement. Je vous donne l'aspect où le président a la majorité parlementaire. S'il a la majorité parlementaire, il est facilité, c'est fini, ça passe. Oui, mais respectons au moins la forme. Ah mais oui, est-ce que l'Assemblée a posé problème? C'est pas parce que... Non, le président de l'Assemblée... Le président a rappelé. Réclamé. Oui, il a réclamé, donc il a ça raison. Dérange. Non, oui, il a raison. C'est pourquoi j'ai dit... Donc vous avez violé. On n'a pas violé. Dans le sens, si on avait violé, la majorité avait se dégagé pour dire non. Cet accord, mais c'est au nom de la population. C'est au nom de la population. Le gouvernement engage la population. Le président de la République engage la population. Quelle est l'institution qui représente la population au sein de la République démocratique du Congo? Le Parlement. Alors, pourquoi voulez-vous aller dans cet accord en évitant le Parlement? On n'évite pas le Parlement. La majorité du Parlement est la nôtre. Est-ce que le Parlement est saisi à ce jour, Serge Ngala Molome? Je pense que le Parlement a discuté avec le président. Vous allez voir. Quand le président... Non. Je ne suis pas obligé de répondre tel que vous voulez. Est-ce que le Parlement Moi, je vous donne ma réponse. est saisi? Donnez-moi maintenant à vous donner ma réponse. Justement. Ne m'imposez pas de vous donner votre réponse. Ma question, elle est simple. Moi, je réponds aussi. Ma réponse, elle est simple. Allez-y. Le président du Parlement, après avoir manifesté le besoin de voir les dossiers être discutés au niveau du Parlement, 2 jours après, il a vu le président, ils ont discuté le 2. Est-ce qu'il fallait qu'il demande ou bien ça devait être automatique? Non, il l'a rappelé. Il a fait un rappel, il n'a pas demandé, il a fait un rappel. Donc vous avez oublié. Nous, on n'a pas oublié. C'est-à-dire, nous, notre problème, on est resté dans la logique politique. La majorité nous appartient. Le Parlement peut discuter avec le président. Vous trouvez que c'est une logique qui dérange les choses? Ça peut déranger quoi? À quoi sert? C'est quoi la peur? Puisque vous avez à quoi sert la majorité parlementaire? Justement, puisque vous avez la majorité, pourquoi ne pas amener? Parce que vous êtes sûr que ça va passer. Mais pourquoi passer du temps? Mais pourquoi faire passer du temps pour rien? Parce que la majorité est là. Et le président de l'Assemblée, ayant discuté avec le président de la République, ils ont dégagé. Ils ont dégagé un processus, c'est fini. Parce que c'est gagner du temps. Nous connaissons comment les choses se passent au Congo. Vous allez passer du temps pour rien, or la majorité vous appartient. Le président représente cette majorité de l'Assemblée. Il discute avec le président de la République. Mais ils ont dégagé un processus, c'est fini. Nous sommes un pays démocratique. Vous facilitez la tâche, vous passez. Mais le consensus, c'est aussi un aspect démocratique. C'est depuis quand cet accord a été signé? L'accord a été signé le 27 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Vous avez la date? Nous sommes le 18. Qu'est-ce qui a suivi après la signature de cet accord? Après la signature de l'accord, cet accord lui-même ne suffit pas. Il faut attendre l'accord de Doha. Okay. Parce que nous avons 2 processus qu'on a amorcés depuis qu'on a commencé toutes ces discussions.
Okay. Le premier processus, c'était le processus de Nairobi. Au processus de Nairobi, il était question de discuter avec les groupes armés. Okay. Et beaucoup de groupes armés, je peux même dire tous les groupes armés étaient à Nairobi. On a discuté avec, sauf un seul groupe qui a claqué la porte, c'était le M23. Parce qu'ils savaient qu'avec le programme de démobilisation, des engagements, des armements, ils ne vont plus exister. Alors, c'est pourquoi ils ont claqué la porte pour rester dans leur aventure. C'est ce qui a fait que le processus de Nairobi n'a pas été vidé. On est resté avec un groupe armé qui a continué à semer désolation et mort à l'Est. Alors, nous, on a engagé un autre processus, c'est celui maintenant de faire face au Rwanda. Okay. Les deux gouvernements devraient se voir discuter et mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est. Nous sommes allés en Angola, vous avez vu l'aventure qu'il y a eu. Kagame a compris qu'il était pris au piège par le fait que la République démocratique le présentait comme le père du M23. Okay. Et lui, en dernière minute, a compris qu'il était pris au piège. Il s'est dit non, 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 pour le M23, mais ma question est simple. Voilà. Depuis le 27 jusqu'à ce jour, c'est quoi l'évolution par rapport à cet accord? L'évolution est que le Rwanda et la RDC ont déjà ratifié un accord. La RDC a déjà ratifié? On a ratifié l'accord, ça va être définitif. Avec du côté Rwanda, il y a eu un conseil de ministres, oui. Parce que leur loi donne cette démarche, où c'est la procédure à suivre chez eux. Oui. Ils doivent réunir les gouvernements rwandais pour discuter sur les enjeux de cet accord et ratifier. Ça a été fait. Je pense que vous êtes informé. Je ne sais pas, moi je ne m'intéresse pas de ce qui se passe au Rwanda. Du côté de la République démocratique du Congo, après les conseils de ministres, normalement cet accord devait être présenté au niveau du Parlement congolais pour la ratification. Voilà. Et depuis que nous suivons le porte-parole Mouyaya, aucune communication là-dessus. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que la question a été même traitée au conseil de ministres? C'est ce que je vous dis. Washington n'est pas encore terminé. Il faut que les deux présidents montent à Washington pour signer en définitive. Ils vont signer quoi? Ils vont signer quoi si déjà le Parlement congolais n'a pas encore donné son aval? Il faut qu'on vide d'abord Washington. Déjà, c'est pour la fin du mois ici. Il faut qu'on vide Washington avec la présence des deux présidents qui vont signer en définitive. Ils vont signer quoi? L'accord qui a été ratifié par les ministres. Sans le Parlement, sans saisir le Parlement. Mais on a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de ça. Je vous ai donné mon avis. En tout cas. Ah oui, je vous ai donné mon avis. Il a la majorité, il peut discuter avec le président, ça peut passer, c'est la politique. Donc c'est votre façon de faire quand on a la majorité? Non, quand on a la majorité, c'est pourquoi on a la majorité? Finalement, je ne comprends pas. Vous lisez la Constitution, est-ce que vous lisez l'esprit de la lettre? La majorité vous sert à quoi? La majorité vous sert à diriger, à faciliter les choses. Justement, faciliter les choses, c'est respecter aussi la loi congolaise. Mais la loi est là, la loi elle-même. Vous avez peur de quoi? Non, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Qu'est-ce que vous craignez? Voyons voir le retour du président avec la signature définitive. Peut-être il pourra faire passer vous n'allez pas me dire le contraire. Parce qu'on n'a pas vidé Washington. Jusque-là, vous n'allez pas me dire le contraire. Nous n'avons que la signature de la ministre des Affaires étrangères. Très bien. Jusque-là. Jusque-là, oui. C'est ce que je voudrais dire. Washington n'est pas vidé. Et la ministre ne peut pas engager toute la République. C'est pourquoi j'ai dit Washington n'est pas vidé. Il faut que le président montre qu'il signe en définitive une communication au retour, peut-être avec ce qu'ils ont discuté avec le président de l'Assemblée, ils pourront peut-être faire passer ça à la majorité. Est-ce qu'il y a une communication affirmant que la question a été traitée ou discutée au sein du Conseil de ministres? Oui, comment? Ça a été discuté au sein du Conseil des ministres. Je n'ai pas la date. Le ministre des Affaires étrangères... Ou là-bas aussi, vous avez la majorité. Donc non. Le ministre des Affaires étrangères a présenté les projets au niveau du Conseil des ministres. Ça a été discuté. Non, elle l'a présenté devant le président de la République. Oui, devant le président de la République. Pas au niveau du Conseil des ministres. Non, ça a été discuté au Conseil des ministres. Quel jour? C'est pourquoi il sort de ces conseils des instructions strictes qu'on a données au ministre des Communications, que ce n'est pas n'importe qui pouvait discuter de ces dossiers de manière délibérée. Il fallait que la communication de la nation soit une communication coordonnée, parce que nous sommes dans un état, je peux dire, un état critique, où tout le monde ne peut pas parler des matières de sécurité. Pourquoi il a eu cette option? C'est à partir du Conseil des ministres qu'on a dégagé cette décision-là. La deuxième question, ou le deuxième sujet, il s'agit de l'interpellation de hauts gradés de l'armée congolaise. Et là, je préfère qu'on suive les secrétaires du parti au pouvoir qui s'est exprimé sur la question. On revient après. Merci. Jour Bazako interpellé ancien chef d'état-major. Namoni Batro, Botala. Bakomi kokanga ba généraux ya communauté moko boy
toyoka na malamu. Tango président Tshisekedi aza ko élever ba généraux wana. Abandaki komatsa bango ba grade au nom de leur communauté. Mais discours wana euti wapi? Discours wana euti wapi? C'est-à-dire yo ovandi toyoka na nanu. Puis bazomona gravité alikambo wana te. Ovandi boye o réfléchir na entourage na yo comment est-ce que okobo mamutu un père de famille un grand-père la première institution de la République batuno likambuté au nom de ta communauté ata batongo baza bazo bandenge nini hein ovandi boye mutu amatisio bapete ndenge nyonso amatio bapete ndenge nyonso sikoyo au nom de ta communauté batuno likambuté ceux qui bando kanisele mabe wana eza komona batuneti baumbu na bino c'est ça hein c'est ça comment expliquer batuo baza sérieux boyebi mutu mabe asali awangani na yete hein boza kolanda nga malamu c'est-à-dire yo ovandi olobi naza koboma ye ata soso pona koboma ye batu ba réfléchissa quand même très bien c'est ça mais mutoyo yo olobi oboma ye et biso nyonso batu toza sima mutu wana siko biso place na biso ezali wapi babetela bino maboko et puis nayoki boyebi ezosalanga pasi mingi. Voilà. Nous venons de suivre là le CG Augustin Kabouya qui s'est prononcé également sur ces arrestations. Alors, Serge Ngala Mouloumé, que peut-on comprendre par ces arrestations? Parce que durant cette période des tensions politiques où la situation de l'Est elle est encore persistante, nous constatons également du côté des forces armées de la République démocratique du Congo plusieurs interpellations. Qu'est-ce que nous, population ou nous, Congolais, nous pouvons comprendre par cette façon de faire? Merci beaucoup pour la question. Je veux d'abord rappeler au peuple congolais une chose, que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, bon, je peux même dire depuis que Mobutu avait pris le pouvoir, on n'a pas eu à former une armée républicaine. Nous avions toujours des armées au service d'un individu, le chef de l'État, et c'est tout. De tout militaire se mettant en tête, je suis là pour Mobutu. Je suis là pour Kabila. Je suis là pour Tshisekedi. Je suis là pour Tshisekedi. Okay. Ce sont des choses que nous devons éradiquer dans la tête d'un militaire. Un militaire, c'est quelqu'un qui est au service de la nation. Vous comprenez? Alors, pour le cas sur le terrain, vous allez comprendre que d'abord, les généraux ont la mission de protéger l'intégrité territoriale. Okay. De deux, ils ont la mission de protéger les populations. Comment voulez-vous qu'on ait des officiers militaires de ces rangs étant des affairistes? Des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et prêts à livrer l'État. Vous avez vu, je vais vous illustrer un exemple. Madame, comment pouvez-vous comprendre qu'à la prise de Goma, que les généraux abandonnent les jeeps toutes neuves avec des contacts en place? Okay. C'est un acte de trahison. Et selon vous, qu'est-ce qui a favorisé cela? Ce qui a favorisé cela, l'affairisme à tous les niveaux? Non, l'affairisme, c'est déjà une disposition du cœur. Alors, ça fait maintenant que l'ennemi a trouvé les Congolais dans cet état-là. Et ça a permis l'infiltration. Et avec l'infiltration qui s'est faite depuis 30 ans aujourd'hui, on n'a pas une armée, on n'a pas eu une armée responsable. Tous les généraux étaient au service du Rwanda, dans ce pays. Ça, je vous l'ai dit. Donc, les militaires de la République sont au service du Rwanda. Et ça, c'est fort. Serge, oui, je peux le dire. Moi, je n'ai pas peur. Moi, la peur n'est pas Serge. Je vous dis la vérité, je vous regarde en face. Il y a d'abord l'inconscience générale dans l'armée. Okay. Je viens de le dire ici. Un militaire ne se met pas en tête qu'il est là pour la République. Lui, il se met en tête que moi, je suis là pour Mobutu, Kabila. Est-ce que c'est permis, durant cette période, avec la situation que traverse l'Est de la République démocratique du Congo, cette façon de réfléchir est-elle permise? Je parle de l'histoire, je parle du cas général. Maintenant, je dis, nous sommes venus, on a trouvé cette situation. Nous sommes en train maintenant de travailler. Or, la situation avait déjà permis une infiltration gravissime jusqu'au sommet de l'armée. Donc, nous pouvons parler de 60 à 70% des généraux. Ce sont des infiltrés.
Ah bon? Oui, ce sont des infiltrés. Combien et puis, d'interpellations à ce jour? Oh, il y en a beaucoup Une et ça va dizaine? continuer. Je vous promets que ça va continuer. Une vingtaine? Une dizaine déjà, une dizaine. Je suis à mon niveau, c'est une dizaine et je vous promets qu'on peut arriver même à une cinquantaine. Ah bon? Et ne soyez pas surpris. Oui, le pays a Alors, été infiltré. sur qui doit-on compter à ce jour? Le problème, c'est qu'il faut compter d'abord sur soi-même comme peuple. Ah bon? Le peuple est plus fort que toutes ces bêtises-là. Le peuple est plus fort que ces généraux. Le peuple est plus fort que la classe politique. Donc le peuple doit prendre conscience de se dire aujourd'hui que nous avons trahi notre pays durant plus de 60 ans par notre inconscience généralisée. Parce que je suis né Congo, je ne suis pas né militaire, je le deviens. Je ne suis pas né politique, je le deviens. Mais qu'est-ce qui m'a d'abord poussé? Quelle a été la motivation pour que je devienne militaire? Pour que j'adhère à l'armée? Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui a été comme motivation pour que j'adhère à la politique? Ça, c'est les béabas de la citoyenneté. Oui, c'est pourquoi je vous dis. Est-ce qu'on doit revenir aujourd'hui à ce point pendant que ceux qui nous agressent sont sérieux dans ce qu'ils font? Oui. Est-ce que nous devons encore être au niveau d'appeler à la conscience par rapport à notre armée? On appelle à la conscience, on doit toujours appeler à la conscience. Parce que ceux qui sont dans l'armée, ils ne seront pas là éternellement. Ce sont des éléments qui vont se fatiguer, qui vont partir, d'autres viendront. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Vous venez de le dire, il y a des interpellations, c'est-à-dire il y a un travail qui se fait. Il y a des interpellations, c'est-à-dire il y a des enquêtes qui se font tout le jour. Et je félicite les services de renseignement et de sécurité pour ces grands services qui sont en train de rendre à la nation. Parce que même l'appareil de sécurité et de renseignement du pays est infiltré. Imaginez-vous combien le régime passé ont négligé cet aspect des choses et ils ont vendu le pays sans le savoir. Et je peux même dire qu'il y a même des éléments du régime qui ont vendu consciemment ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui arrive au sommet de l'armée, qu'on appelle général, peut être inconscient. Là, vous parlez de qui? Général Je parle de tous en général. Prenons le cas de Chiwewe. Ok. Prenons le cas de Chiwewe. C'est quelqu'un qui a fait un parcours. C'est un Congolais. Avec des origines non douteuses. Lui, il est encore congolais. Mais il est congolais. Il est congolais, tu vois, oui, congolais. Les origines ne sont pas douteuses, madame. Moi, je pensais que vous allez douter sur ce... Non, pourquoi nous taxer comme ça? Non, c'est une question qui se pose. Non, quand nous parlons des choses, nous avons des argumentaires. Okay. Quand nous doutons de la nationalité de quelqu'un de ses origines, c'est par rapport à ce que nous avons comme renseignement. Chiwewe, c'est un Congolais. Okay. Chiwewe a des origines congolaises. Mais ça fait mal. C'est pourquoi je dis, en dehors des étrangers qui nous ont infiltrés, mais qui ont permis aux étrangers de nous infiltrer, c'est les Chiwewe. Parce que les comportements qu'il affichait montrent noir sur blanc qu'il n'était pas pour la République. Il était prêt à mettre le feu dans la République et faire tuer des innocents pour que ses intérêts soient protégés et les intérêts des étrangers. Comment un général, un officier militaire peut travailler pour les étrangers? C'est très grave. C'est pourquoi je dis, il faut rappeler à la conscience parce que l'armée, l'enrôlement continue. Ceux qui entrent aujourd'hui doivent avoir une autre vision, une autre compréhension des choses. Et ceux qui sont là sur place doivent être disciplinés de manière à comprendre que le temps a changé. Ce n'est plus le temps de faire l'affaire des étrangers tout en étant dans l'armée, tout en étant dans la classe politique, tout en étant congolais. Vous permettez le plan de l'armée. Voilà ce qui a fait la force de Kagame dans ces pays. Okay. C'est ça, c'est l'inconscience générale des Congolais à tous les niveaux. Mais Serge Ngala-Molomé, essayons un peu de redescendre sur terre. Merci. Analysons la question parce que c'est une question d'intérêt national. Nous voulons tous que cette guerre puisse prendre fin. Mais je voudrais un peu savoir, est-ce qu'à ce jour, l'UDPS ou le pouvoir, parce que vous réclamez, étant les propriétaires de ces régimes, vous dites toujours ces pouvoirs et les nôtres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UDPS est victime à tous les niveaux? Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau politique, vous êtes agressé dans tous les sens, de tous les côtés. Je venais de le dire au début de l'émission, que nous étions préparés, connaissant bien la situation du pays. Okay. On savait qu'on n'avait pas une armée, non, on savait. On savait que l'armée était infiltrée à un niveau incompréhensible. Vous saviez également que vous n'aviez pas d'alliés en politique. On savait, mais le problème c'est que... Alors l'UDPS aujourd'hui marche avec qui? Parce que partout il y a des déceptions, partout il y a la trahison. D'abord je corrige une chose, l'UDPS ne se dit pas c'est notre pouvoir. L'UDPS par contre dit c'est le pouvoir des Congolais. La preuve, l'UDPS travaille avec tout le monde. C'est dans les contextes où il s'agit d'un parti c'est le seul parti politique. C'est le seul parti politique où c'est le seul pouvoir. C'est le seul régime qui arrive aux affaires et personne n'a fui le pays. Nous avons fait appel à tout le monde. On a travaillé avec les kabylistes, en commençant par Kabila lui-même.
C'est le seul régime. Mais vous réclamez être des il a tué les gens qui l'avaient tué. Non, non, c'est normal. C'est normal aussi. Justement, c'est dans oui, cette logique. Dans l'ambiance, dans la logique. C'est dans cette logique que je pose cette question. Dans cette logique, j'ai dit oui. Nous sommes victimes de beaucoup de choses. Vous êtes victime à tous les niveaux. Non, nous sommes victimes. C'est ça le problème du Congo. Qu'est-ce qui fait que vous soyez victime à tous les niveaux? Parce que les choses n'ont pas été bien gérées. Est-ce que parce que vous êtes faible aussi? Non, parce que les choses n'ont pas été bien gérées. Quand vous livrez le pays aux étrangers, durant 18 ans, nous avions été infiltrés ici durant 18 ans avec des accords irréfléchis, mais consciemment faits pour livrer le pays. Mais nous étions conscients de ça. On savait qu'on va faire face à ces problèmes. Voilà que l'IDPS vient et corrige. Il dit pas de brassage, pas de mixage, parce que nous savons que c'est par là la porte d'entrée de l'infiltration. Nous venons corriger les problèmes qu'on a trouvés. Et jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà corrigé, Serge Ngalamoulé? Parce que vous êtes venu pour corriger. Nous sommes venus, on a trouvé ces pays isolés sur le plan international. Okay. L'IDPS a remis le pays dans les concerts des nations. Aujourd'hui, on peut discuter avec la RDC partout. Et avant, c'était les Rwandais. Dans quelle position vous discutez? Nous discutons dans la position selon les réalités que nous vivons. Quand nous sommes allés pour demander. Il n'y a pas une position selon les réalités. Non, non, non. En diplomatie, les réalités, c'est différent. Position de force ou de faiblesse, il y a des moments, il faut reconnaître qu'on a commencé faible. Il faut reconnaître qu'on a commencé faible. Ah, c'était ça ma question. Oui, c'est pourquoi je vous dis, selon les réalités. Okay. Au début, dans la diplomatie, ou sur le plan diplomatique, on était d'abord faible parce que la RDC n'avait pas un narratif. C'est le Rwanda qui avait un narratif accepté dans le monde. Il fallait changer de narratif. Et en changeant le narratif, il fallait que ça produise des conséquences palpables. Première conséquence, on a levé la sanction sur l'embargo. On a levé l'embargo, ce qui nous bloquait. On ne savait pas quoi faire. Comment une nation qui ne sait pas acheter les armes. Comment vous pouvez trouver ça normal? Un régime qui était là trouve ça normal, ils sont là pendant 18 ans. La RDC n'achète pas les armes. Et depuis que nous avons le droit d'acheter les armes, aujourd'hui nous avons non seulement le droit d'acheter les armes, nous avons le droit de signer des accords militaires avec n'importe quel pays au monde. Justement, c'est quoi les résultats ou les retombées sur le terrain? Aujourd'hui, parce que vous devez nous, savoir. population, nous voulons le résultat aujourd'hui, vous devez savoir, malgré l'infiltration, on a stoppé quand même l'avancée du M23. Ils ne sont pas arrivés à Kinshasa. Attention avec cette armée-là. Le secrétaire général vous a dit, de l'ONU, vous a dit c'est une armée internationale. C'est une armée organisée, ce n'est pas une armée de la rébellion. Quand il vous a dit, c'était un message pour vous dire c'est nous-mêmes. Ah ouais, c'était ça le langage politique. C'est nous-mêmes les M23. Parce que c'est une armée de multinationales. Donc la RDC se bat avec les multinationales. Il se bat avec les multinationales, c'est clair. La RDC se bat avec les multinationales. Donc on peut s'estimer à ce jour que la RDC est forte. Nous sommes fortes parce que avec cette armée-là, avec l'intention qu'ils avaient, l'esprit expansionniste du Rwanda, parce que les Rwandais, c'est leur enfant qu'ils exploitent. Mais la force, ce n'est pas le Rwanda. La force, c'est l'international. Voilà quand Trump arrive, il attaque la France, il attaque l'Europe. Comment les armes qui étaient destinées à l'Ukraine se retrouvent au Rwanda pour tuer des innocents congolais. Donc, pour vous dire que sur le plan diplomatique, on a frappé fort, on a donné la place à la RDC de pouvoir se défendre. Et vous avez vu le résultat avec la ministre des Affaires étrangères, les prouesses qu'elle a fait dans le monde aujourd'hui. C'est parce qu'on a ouvert la voie, on a pris notre place, et c'est à nous de parler de nos problèmes, et non le Rwanda d'aller nous représenter. Revenons aux interpellations, Serge Ngalamoulé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que vous êtes en train d'assainir ces secteurs parce que vous avez longtemps décrié l'infiltration au niveau de l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine d'interpellations pour parler que de l'année 2025 et surtout des 2 dernières semaines. On peut dire qu'aujourd'hui, l'armée est en train d'être assainie. L'armée est en train d'être assainie. La première des choses que nous avons jugé de faire, c'était la programmation militaire. Avec la programmation militaire, vous définissez d'abord le budget qu'il faut pour l'armée. Et vous définissez les problèmes de l'armée et comment les résoudre. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec la programmation militaire, nous nous sommes dit, quand vous lisez cette programmation, plus question de mixage et de brassage. Peu importe, plus question. Et maintenant, vous avez bloqué. En même temps, il faut venir à l'intérieur, faire l'assainissement. Qui est militaire, qui ne l'est pas? Est-ce que l'effectif est vrai? Vous avez vu le président de la République, il y a 3 ans passé, 4 ans, il était à l'Est. Lorsqu'on fait la paye, l'effectif présenté n'était pas la réalité sur le terrain. Quelle mafia
dans une institution aussi importante de la nation comme l'armée. Nous sommes en train de travailler, on est en train d'assainir, comme vous le dites, c'est un assainissement très sérieux avec des mesures c'est une très bonne stratégie. sérieuses. Et c'est une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Si vous estimez que les hauts gradés de l'armée travaillent de mèche avec les rebelles qui nous agressent, pourquoi ne pas les contrôler pour qu'ils puissent nous amener vers ceux-là avec qui ils collaborent, mais les interpeller de cette façon? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de bloquer on appelle ça comment, les signes qui peuvent nous conduire vers la pression? Non, rien du tout. Parce vous que allez les contrôler comment? Quand déjà la rébellion constate que, par exemple, j'imagine, nous travaillons avec Serge Ngala-Molomé et Serge est arrêté. Voilà. Donc on arrête tout contact. Ça vous affaiblit. On arrête tout contact avec lui. Ça vous affaiblit. Alors qu'on pourrait contrôler Serge Ngala-Molomé sous silence pour savoir... Mais c'est ce qui est fait. Ça a pris du temps. Le contrôle que vous voyez là, la traque que vous voyez là, ça a pris du temps. Moi, je suis parmi les gens qui ont dénoncé Ntumba Biamunda. Okay. Sur les réseaux sociaux, j'ai pris les risques. J'ai dit au président, cet homme est un traître. Sur base de quelles preuves? Sur base des éléments que je détiens, que je ne peux pas exposer ici. Vous les détenez en tant que qui, Serge Ngala-Molomé? Vous détenez ces éléments en tant que qui? Mais je suis congolais, avec une vigilance à outrance. Je ne suis pas n'importe moi, je suis vrai congolais. Un agent de renseignement? Non, je suis un élément important pour le pays et d'ailleurs, pour votre information, c'est le peuple qui est l'agent des renseignements. Okay. Le premier agent des renseignements, c'est le peuple. Un peuple conscient. Allez aux États-Unis, votre arrivée seulement, votre voisin va signaler au service. J'ai une femme ici qui vient d'arriver. Pas seulement aux États-Unis, en Zambie également. Ah, même en Zambie. Justement. Vous comprenez? Le peuple lui-même, c'est le premier agent de sécurité. Donc la vigilance de la population doit jouer un grand rôle. La vigilance de la population doit jouer un rôle très important sur tous nos frères de l'Est. Je vous regarde, je vous dis, n'ayez pas peur. C'est votre terre. Battez-vous pour votre terre. Il y aura aujourd'hui identification. Ces gens vont partir. Mais vous connaissez les infiltrés. Vous connaissez les infiltrés, vous vivez avec eux. Ne les cachez pas, il faut les dénoncer. C'est pour vous dire, madame, la République a fait un grand travail. Certains pensent que ce sont des actions ciblées. Actions ciblées, tout le monde a la liberté de penser comme il veut. Et vous pensez quoi? Et j'ai apprécié le discours du secrétaire général. Vous avez entendu? Est-ce que vous ne trouvez pas que ces discours sont de foi? Non, c'est important. La maturité d'un peuple se voit par rapport Comment analysez-vous les sorties de votre secrétaire? Non, il est secrétaire du... Vous venez de le dire. IDPS, c'est le parti au pouvoir. Nous devons protéger le pouvoir. Quand nous protégeons le pouvoir, nous protégeons l'État, la nation, le peuple. Vous reprochez de quoi ces sorties? Nous reprochons la mauvaise mentalité. Il a dit quelque chose de très important. Quand on a élevé les généraux, on n'a pas tenu compte de leurs origines. La preuve, la plupart des généraux ne sont pas de la tribu du président de la République. Vous comprenez? Pourquoi? Non, parce que ce sont des Congolais. Okay. Le président travaille avec les Congolais, il ne travaille même pas avec l'IDPS. Il travaille avec les Congolais. C'est pourquoi même certains membres de l'IDPS ne comprennent pas. On nous a abandonnés. Non, le président n'est pas là pour l'IDPS. Le président est là pour la République. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on a chassé personne quand on est arrivé au pouvoir. On a fait appel à tout le monde. Vous avez la preuve ici à Colosi. Quand on a pris le pouvoir, on a chassé personne. Tous ceux qui étaient à la mairie travaillaient avec nous. Merci, tous ceux qui étaient dans le service de l'État travaillaient avec nous et continuent à travailler avec nous. Merci. Le problème, c'est que un agent de l'État ou un fonctionnaire de l'État ou un mandataire de l'État doit présenter ce qu'on appelle la loyauté à l'État, au peuple et au chef de l'État en tant qu'institution. Mais si déjà dans l'armée, nous n'avons pas des officiers qui comprennent cela, c'est un problème très sérieux. Parce qu'un officier militaire de ce rang-là, il connaît le rouage de la présidence de la République. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut faire mal à la République, tuer Tshisekedi. Tshisekedi, individu, peut mourir. Mais vous oubliez que c'est une institution sacrée. On a tué Mouzé dans son bureau. Quelle honte pour le peuple en 20e siècle. Au 21e siècle. On tue votre président en plein bureau comme ça. C'est une honte. Et par qui? Par un petit pays comme le Rwanda, à cause de l'infiltration et de la trahison. On ne peut plus continuer à accepter que cela se répète. C'est-à-dire les Congolais vont prendre conscience. S'il y a des problèmes avec vous, madame, j'accepte qu'il y a un problème, on peut discuter. Mais je ne peux pas accepter qu'un ennemi vienne et me dire « je vais passer par vous pour tuer votre soeur ». Donc la responsabilité à tous les niveaux. Voilà, responsabilité à tous les niveaux. Serge Ngala-Molomé, nous devons avancer parmi les sujets que j'ai annoncés de l'entame de cette émission Politico. Il y a aussi le dossier de la suspension du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. C'est quoi l'avis de l'UDPS là-dessus?
L'avis de l'IDPS, c'est que l'IDPS veut voir les Congolais engagés à tous les niveaux. L'avis de l'IDPS, c'est que nous voulons voir des Congolais loyaux à la nation, au peuple et au chef de l'État. Parce que le mandat qu'il a là, c'est un mandat constitutionnel. Mais il faut savoir une chose dans la réalité politique. Dans la réalité politique, la majorité fonctionne sous la vision du chef de l'État. Vous comprenez? Okay. Alors quand le chef de l'État prend une option et que vous voulez vous opposer à cette option, il est temps de démissionner. C'est une logique et c'est démocratique. De quoi reprochez-vous à Jacques Kaboula? J'arrive. C'est démocratique. Mais vous ne pouvez pas continuer à appartenir à la majorité du chef de l'État, c'est-à-dire vous adhérez à sa vision et vous les contredisez en public, surtout sur une matière aussi sensible comme la situation de l'Est. C'était quoi la contradiction? Lorsque le président nous a dit Joseph Kabila, c'est l'AFC, tout le monde en était choqué. On a dit, mais comment le président peut parler? Mais Kabila lui-même s'est identifié à l'AFC et M23. Okay. Clairement, vous comprenez? Mais comment vous pouvez venir en public? Et puis c'est en public, vous parlez des matières qui touchent à la sécurité. Nous sommes en guerre, nous sommes dans une situation comme vous le constatez. Mais vous dites au peuple, le peuple a entendu le président dire, et le peuple a vu Kabila s'identifier et donnant raison au président de la République. Vous venez en public, vous dites, Kabila n'a pas de problème avec nous et Nanga, nous notre problème c'est le Rwanda. Mais c'est grave, mais je viens de parler ici, qu'est-ce qui a tué le pays? Qu'est-ce qui a donné la force à Kagame? C'est l'infiltration, c'est la trahison. Mais le président lui-même avait dit le Rwanda est son frère. Pardon? Oui, parce qu'il était venu avec une vision. Il vient avec une vision panafricaniste. Okay. Il dit non, les guerres peuvent exister, mais les guerres ne doivent pas exister éternellement. Il a dit le problème c'est Kagame. Oui, le problème c'est Kagame, mais c'est mon frère. Parce que nous restons frères. Je veux le voir, lui proposer quelque chose qui peut permettre la paix. Parce que j'ai toujours évoqué cet exemple. Entre la France et l'Allemagne, ce qui rassure la paix de ces deux ennemis d'hier, ce sont des accords économiques. Lorsqu'il y a intérêt commun, on ne se bat pas. Oui. Nous devons protéger l'intérêt. C'est ça que Tshisekedi a proposé à Kagame. Il n'a pas seulement proposé à Kagame, il a fait le tour des 9 pays voisins. Il les a proposé des accords économiques afin de pouvoir assurer la sécurité. Est-ce qu'à ce jour, Augustin Kaboula est suspendu juste pour cette déclaration ou cette déclaration représente la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? La logique, selon l'affaire, d'après mes renseignements... D'après UDPS, pas vous? Parce que j'ai reçu... Oui, moi j'engage l'IDPS. Justement. J'engage l'IDPS. Monsieur le bourgmestre et le gouverneur a fait la déclaration. Il a été interpellé à Kinshasa pour s'expliquer. Lui écrit au ministre de l'Intérieur qu'il serait malade sérieusement. Le ministre lui répond par une correspondance. D'ailleurs, vous êtes une grande chaîne, je pense que vous avez cette correspondance. La correspondance est claire. Comme la situation ne vous permet pas de fonctionner, on notifie votre vice pour faire l'intérim. C'est jusque-là le problème. Moi, je n'ai pas vu Kaboula être chassé. Je n'ai pas vu... À ce niveau-là, est-ce que ça s'est fait comme ça? Oui, ça s'est fait comme ça parce qu'il a dit qu'il est malade, il est incapable de fonctionner. Il faut que le vice soit notifié de fonctionner pour jouer l'intérim. C'est ce qu'il a présenté comme raison. Et on a répondu par rapport à l'élément qu'il a présenté. Nulle part il est écrit, vous êtes poursuivi. Nulle part il est écrit, vous êtes ici là. Mais conscient de ce qu'il a fait. Conscient de ce qu'il a fait. Conscient de ce qu'il est. Il est qui? Ah mais il est traître. Il est traître. Il a trahi qui? Ah mais amenez-moi ici sur ce plateau prochainement, je vous donnerai des éléments. Non, vous êtes là. Ah non. Donnez-nous les éléments. L'émission a été présentée autrement. Moi, je vous demande. Mais non, je vous demande. Non, je vous le demande. Je vous le demande. Justement, je vous autorise. Oui, je n'aurai pas le temps parce que ce sont des choses sensibles et puis ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de le faire. C'est quoi le moment? Non, je vous dis, ce n'est pas le moment parce que le dossier est là. L'État n'a pas encore pris l'option de dire que Kaboula est poursuivi. Je ne peux pas dénoncer ça. Okay. Je ne dis pas que je suis spécial, je dis je suis un analyste politique, je suis curieux, je connais mon pays, j'ai des éléments que je peux discuter avec vous. Est-ce qu'il y avait une tension qui existait entre Kaboula et le pouvoir central? Pardon? Y a-t-il une tension qui existe entre Kaboula et le pouvoir central? Dans les comportements, je dirais oui, c'est pourquoi je vous dis que je vous dirai des choses. Ah, donc la déclaration, c'est la goutte d'eau? Comme non, pas la goutte d'eau. C'est-à-dire, on l'a observé. On l'observe. C'est un acteur politique. Okay. C'est un acteur politique qui dirige une grande province. On l'a observé, ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde est observé. Les services de sécurité et de renseignement, c'est ça leur rôle. C'est de vous observer nuit et jour. Et on voit
s'il y a un comportement qui dérange, on doit vous inquiéter. C'est comme ça, c'est la République. On doit sauver la République. J'ai toujours donné l'exemple des États-Unis, lorsque Ben Laden a attaqué les États-Unis. Mais tout le monde était traqué. Est-ce que peut-on dire à ce jour qu'il y a une rupture des confiances entre les anciens kabylistes et le pouvoir en place? Nous voyons beaucoup plus les Congolais. Nous, on ne voit pas les kabylistes. Nous voyons les Congolais. C'est pourquoi on les a fait confiance quand nous sommes venus au pouvoir. On n'a chassé personne. Pour nous, ce sont des Congolais qui peuvent travailler pour leur pays, qui ne travaillent pas pour Tshisekedi. Parce que si on tuait Tshisekedi, ce sont les Rwandais qui vont revenir encore nous diriger. Et ils seront contents. La population qu'ils manipulent aujourd'hui pour dire on attaque une communauté, la population est innocente et n'est pas dans ça. Vous avez pris l'engagement d'être loyal envers la République. Respectez. Vous voulez le poste alors pourquoi? Vous voulez les fonctions pourquoi? Okay. Ah oui, les Congolais doivent se poser cette question. Pourquoi vous voulez devenir ministre? Pourquoi vous voulez devenir gouverneur? Pourquoi vous voulez les fonctions? Mais vous oubliez que c'est lié à une loyauté. C'est la loyauté qu'il faut manifester envers la République, le peuple et les chefs de l'État. Nous sommes dans l'espace Grand Katanga. C'est quoi la situation autour de Christian Katunga? En tout cas, je m'abstiens. Là, nous sommes dans la province du Tanganyika. Oui, dans la province du Tanganyika. L'information en dernière minute, l'homme n'est pas inquiété. Au moment où je vous parle, il serait en Égypte. Pourquoi? En mission, il a accompagné le ministre, je crois, il y a un ministre qu'ils ont accompagné ensemble, et d'ailleurs avec le gouverneur de Kinshasa. Oui. Ils sont en Égypte. Pour moi, jusque-là, c'est une murmure. C'est quoi les informations? C'est quoi la murmure? Voilà. La murmure, c'est qu'il serait aussi arrêté. Qui serait aussi... Trop d'arrestations, Serge Ngala. Non, mais quand il y a inquiétude au niveau de la République, même 1000 arrestations, il faut le faire. Chasse à l'homme ou... Non, il faut le faire. Aux États-Unis, on a arrêté des gens comme des champignons pendant l'attaque de l'Al-Qaïda. On n'a pas pardonné. Vous jouez avec la République. Madame, qu'on tire seulement une balle dans cette ville, c'est là où vous verrez que c'est dangereux. Ça ne va pas choisir qui est qui. Et les gens vont mourir comme des chiens. Donc on ne peut pas permettre des bêtises comme ça. Le gouverneur du Haut-Katanga, on ne peut pas permettre ça. en cavale. Aujourd'hui, Christian Katunga, jusque-là, l'affaire n'est pas trop claire. Je vous donne l'information, l'homme est en Égypte. Il y a quand même des rumeurs qui tournent autour de ça. Oui, des rumeurs, il y en a. Il y a aussi un dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je vous dis, l'homme est en Égypte en mission de service. Il est d'ailleurs avec le gouverneur de Kinshasa. À leur retour, vous le verrez. À moins qu'il se reprocherait de quelque chose à partir de là. Et l'UDPS le reprocherait de quoi? Non, nous, à l'UDPS, mais votre sourire, on dit non. Non. Nous, à l'UDPS, on n'est pas là pour soupçonner les gens. Mais au moins, les services de l'État, les services de sécurité et de renseignement doivent soupçonner tout le monde. Même moi, Serge, quand je parle là, on doit me soupçonner. On nous suit. Quand on fait l'émission, vous êtes censé connaître qu'on nous suit pas à pas. Il dit quoi? Mais c'est ça la République. Ce n'est pas une jungle. C'est ça la République. Donc, peuple congolais, attention avec la manipulation. Tous ceux qui ont choisi de servir l'État dans des fonctions là, nous, on ne les a pas envoyés là-bas. C'est eux qui ont pensé être. Nous, le peuple. Nous, le peuple. Ils n'ont pas demandé notre avis. Quand tu deviens ministre, tu as demandé mon avis. Mais il faut être loyal envers la République. Quand tu fais des bêtises, tu auras des soucis avec les services de renseignement et de sécurité. Tu auras des soucis avec la justice du pays. Il ne peut pas nous mêler dans ces histoires-là. On peut dire l'UDPS n'a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis en politique. L'UDPS n'a pas d'amis. Je l'ai dit, je regarde la caméra. Si toi tu penses que tu es l'ami de l'UDPS, il n'est pas l'ami de l'UDPS. C'est un allié, quelqu'un qui a cru en politique de l'UDPS. Il a cru. Il a manifesté qu'il avait cru. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des assises politiques. Pourquoi la population pense que l'UDPS trahit toujours ses anciens alliés? Ce sont ces soi-disant amis qui trahissent l'UDPS. Donc Yaboula vous a trahi? Oh mais oui, c'est une grande trahison. Madame, combien de gens vous ont trahi, Serge Ngala Molomé? Beaucoup. Donc vous êtes toujours victime de trahison. En commençant par Joseph Kabila. Okay. Joseph Kabila nous a trahis, nous étions en coalition. Il nous a trahis. Nous étions en coalition avec Joseph Kabila pour la nation et non pour les intérêts des individus. Et lui, il nous présente les intérêts de sa famille politique. On ne lui dit pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours trahi? Mais oui, parce que nous amenons une politique qui est autre. Notre vision n'est pas la... Il faut alors la changer. Non, on ne peut pas changer parce que notre politique, c'est pour la nation. Mais quand on commence avec une politique, on sent qu'on est toujours trahi. On est trahi par des gens habitués à une mauvaise politique. La politique depuis 60 ans de l'indépendance de notre pays, c'est la politique en faveur de la classe politique.
Et nous sommes venus avec une politique de quoi? La politique du peuple d'abord. C'est-à-dire, c'est pourquoi même vous nous prenez comme de fous. Nous, on attaque même nos dirigeants quand ça ne va pas. Parce que nous, c'est le peuple, ce n'est pas Kabouya. IDPS, c'est le peuple, ce n'est pas Kabouya, ce n'est pas Tshisekedi, c'est le peuple. Quand on voit que ça ne marche pas, on s'élève. Ce n'est pas une question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est eux qui nous amènent la logique des questions d'intérêt. C'est pourquoi je citais leur chef ici, Kabila. Il n'a pas compris notre politique. Et ça que je vous donne un exemple, madame. Comment on peut nommer un ministre, l'ordonnance signée par le président de la République et l'ordonnance souffre durant une année? Ça vous a fait quoi? Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'intérêt de la GKM. Serge Ngala Molomé, c'était Jacques Yaboula, Miguel Katembe, Christian Chiwewe, Christian Katunga. C'est qui le prochain sur la liste? Tout Congolais qui va se méconduire, qui ne va pas manifester la loyauté envers l'État. Est-ce que ça sera le Lolaba qui serait dans les viseurs? Je parle de tout Congolais. Il peut être de l'Équateur. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous commencez à faire peur? Mais il faut faire peur. On ne joue pas avec l'État. Il faut faire peur. Okay. Cette classe politique, c'est jouer du pays et du peuple. Il faut faire peur, il faut le faire craindre. Ah bon, c'est la politique? D'ailleurs... C'est la politique actuelle? Mais c'est la vraie politique qu'il faut parce que l'inconscience est généralisée. Même le peuple lui-même, jusque-là, il faut aussi l'amener à comprendre qu'on ne se joue pas de la nation. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette façon fragilise la cohésion? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la cohésion nationale. Nous ne voulons pas d'une cohésion de semblants. Nous ne voulons pas d'une cohésion avec des inconscients. Nous ne voulons pas d'une cohésion avec des traîtres. Nous voulons une vraie cohésion. Où moi et vous, on peut avoir des problèmes. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, on oublie nos problèmes. Serge Ngala Molomé, nous allons en éducation, une décision qui fait la une également de l'actualité. Demandons aux écoles de maintenir les élèves avec grossesse parce qu'on veut l'égalité de genre. Et cette décision a été prise par cette dame que vous voyez. C'est la ministre de l'Éducation répondant au nom de Raissa Malou. Et vous, UDPS, comment avez-vous accueilli cette décision? La décision, l'intention d'abord, je salue l'intention. Je salue le fait que cette discussion a été, ou bien ces points ont été discutés au niveau de la République, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Penser à donner de la chance à nos filles mères ou à nos filles enceintes ou engrossées, je pense que c'est une bonne chose parce que dans la plupart des cas, madame, quand une fille tombe enceinte, c'est fini pour lui. Il n'y a plus continuité. C'est pas fini, elle peut s'accoucher et puis revenir. Non, dans la plupart des cas. Okay. Ça dit même la famille est irresponsable. Okay. Pour eux, c'est fini. Et vous avez décidé de prendre la responsabilité à main. S'il faut maintenant analyser les choses, j'ai dit je salue l'intention, mais je ne salue pas la décision. Même vous, UDPS, vous n'êtes pas d'accord? Je ne la salue pas. C'est une décision qui ne tient pas. Pourquoi? Je vais vous présenter 3 éléments. Vous donnez le droit à une fille grosse de continuer les études dans un audit, dans une classe. Prenons le cas, nous sommes en 4e primaire. Nous sommes en 5e primaire, en 6e primaire. Plus 5e et 6e primaire. Plus, vous comprenez? Madame, la grossesse, elle est évolutive. Et elle apporte beaucoup de phénomènes dans le corps et même dans l'esprit de la fille. Et vous avez affaire à une fille qui, c'est pour la première fois qu'elle tombe enceinte. Moralement, mentalement, elle a battu. Vous comprenez? Et plus la grossesse va progresser, il y aura des phénomènes qui vont se manifester. Je suis père. Je connais le phénomène quand madame est enceinte. Nous supportons parce qu'on est responsable. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, humainement parlant comme ça. C'est des choses qu'on peut regarder de loin. Imaginez-vous une fille en classe commencer à jeter des salives à tout moment. Qu'est-ce que ça va donner comme climat dans cette classe-là, vis-à-vis des autres? Mais on suppose que ces décisions ont été prises après avoir discuté au Conseil des ministres. C'est ce que j'ai dit. Ce sont des humains. Ah, là, vous reconnaissez que ce sont des humains? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le peuple doit être responsable. Le peuple doit réfléchir. Le peuple ne doit pas tout laisser à la classe politique. Les dirigeants. C'est ça l'IDPS. Nous, c'est le peuple d'abord. On prend une décision sur vous, réfléchissez sur la décision si elle est bonne ou pas. Et parce que ceux qui ont pris la décision est bonne. La décision pour moi n'est pas bonne. Je l'ai dit ici. L'intention est bonne, mais la décision n'est pas bonne. Je donne des faits. Prenons maintenant, deuxième aspect. Nous sommes dans une même classe, il y a 4 filles enceintes. Comment les gérer? Imaginez-vous.
Comment les gérer? Et qu'est-ce que ça donne comme atmosphère vis-à-vis des autres d'abord? Toutes ces amies seront curieux de voir l'évolution de leurs amis. La grossesse amène la métamorphose, la faiblesse, vous comprenez? La fatigue, tout ça. Vous pensez que cet enfant d'abord elle-même là, elle va étudier? Elle sera là seulement pour passer le temps. D'où vient cette motivation? Est-ce qu'on fait du copier-coller à ce jour? Nous sommes africains, la grossesse en dehors du mariage a toujours été vue d'une certaine façon. Voilà. Est-ce que c'est du copier-coller que nous vivons aujourd'hui? Bon, je ne peux pas dire cela. Ce sont des humains, ils ont réfléchi, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. On ne doit pas les laisser. Nous pouvons les rajouter. Faire quoi, il faut les rajouter des idées. C'est pourquoi donc vous saluez la décision de l'Église catholique qui a refusé cette décision. Je ne la salue pas. Moi-même, Serge est là. Okay. J'ai dit cette décision est mauvaise. Je n'ai pas besoin de voir l'Église catholique. Moi-même, j'ai dit. Parce que l'Église catholique a refusé d'appliquer ça dans ses écoles. C'est qu'elle a réfléchi aussi comme moi. Elle doit avancer ses arguments pourquoi elle a refusé. Parce que nous sentons trop de politique là-bas. Si c'est une réflexion. Parce que ça ne tire pas. Ah oui, parce que ça ne tient pas bien avec le pouvoir et ils peuvent tout rejeter. Donc tout ce qui peut venir de voilà, et ils rejettent tout. Moi, je suis dans l'analyse. Non, moi, je suis dans l'analyse. Je donne des éléments. Je vous donne un autre élément très important. Non, pas. Bon, je vais proposer. Moi, je proposerai ceci. La décision peut rester maintenue. Mais il ne faut pas que cet élève soit dans la classe, comme on l'a dit. Il faut créer des écoles pareilles pour ces cas. Il faut créer des foyers, créer des internats, par exemple, pour ces filles-là. Et ce que moi je demanderais, c'est quoi? L'année, ou alors je propose cela, pour l'année en cours où elle est enceinte, qu'il y ait d'autres écoles où elle peut se retrouver là-bas. Donc, je peux conclure ou alors, en la disant vraie, que... attention, attendez, donnez-moi une minute. La vraie proposition pour moi, c'est que l'année en cours où elle tombe enceinte, elle arrête. Mais ça a toujours été ça. Oui, c'est ce que je dis, qu'on revienne à cela. Elle arrête. Qu'est-ce qu'il faut? On responsabilise la famille. On conscientise la famille de chercher un mécanisme d'encadrement du bébé pour maintenant donner du temps à la fille de répondre aux études l'année qui arrive. Là, il n'y a pas de problème. Donc, nous assistons encore une fois à un cas d'impréparation dans la prise de décision. Ce n'est pas une impréparation. Ce sont des humains qui ont réfléchi, qui se sont limités là. Vous parlez des humains. Mais c'est ça. Ceux qui nous dirigent, ce sont des humains comme nous. C'est pourquoi moi j'ai dit le peuple doit s'impliquer dans tout ce qu'on prend comme décision sur lui. Il doit savoir est-ce que c'est dans les bons ou dans les faux. Il faut contribuer. Moi je suis venu sur le plateau pas pour critiquer. Je suis venu donner mon avis et je propose. Je vous dis, il serait mieux que la famille se responsabilise du bébé et l'année qui va suivre, la fille peut trouver le temps d'aller à l'école, de revenir à l'école. Parce que l'intention du gouvernement, c'est de ne pas laisser la fille mère... Est-ce que vous ne trouvez pas que ces genres de décisions ternissent l'image? Non, ça ne ternit pas l'image. Ce sont des décisions qu'on peut prendre et qu'on peut annuler. Pas tout le monde, ça s'est fait. Il y a des décisions qu'on a prises par rapport avec l'évolution du temps. On trouve que ce n'est pas bon, on retire. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas salir l'image. Nous tirons dans tout. Sommes-nous en train de tâtonner là? Ce n'est pas un tâtonnement. Je vous ai dit que ce sont des humains qui ont réfléchi. Vous devez aussi réfléchir. Les intellectuels peuvent réfléchir, dire gouvernement. Ils ont aussi réfléchi. Mais ils ont réfléchi. Ils sont limités. Peut-être qu'ils n'ont pas vu l'aspect que je présente ici. J'ai dit, laissez-les à la maison. L'année prochaine, elle reprend le cours, que la famille se rassure, mette en place un mécanisme de l'encadrement du bébé afin de permettre à la fille à reprendre avec ses études. Parce que l'intention est bonne. L'intention, c'est de permettre à la fille de ne pas laisser les études. Là, j'appuie. Mais dire qu'elle doit être dans la classe tout en étant enceinte, non. Elle va déranger les autres, elle va déranger même les maîtres. Supposez-vous qu'elle est devant un maître, un enseignant. Est-ce que ce n'est pas cautionner le mal? Ce n'est pas une bonne chose. Donc moi je pense que l'intention est bonne, mais la conclusion n'est pas bonne. La conclusion n'est pas bonne. Serge Ngalamoul me demande à ce qu'on puisse revenir sur ces décisions. Les écoles doivent violer ces décisions ou doivent s'y plier parce que c'est déjà attention, une décision les écoles ne peuvent pas violer une décision de l'État. Pour éviter ces bras de fer, pour éviter d'amener les écoles à cette bêtise, c'est pourquoi je demande aux élites, la classe des élites, les intellectuels congolais, il faut réfléchir. Nous tous, nous comportons comme des politiques. C'est ça le mal avec le Congo. Non. Toi, tu dis quoi? Le gouvernement a dit ça. Mais toi, à ton niveau, tu dis quoi? Je l'ai dit, je suis de l'IDPS, je suis du pouvoir. Je vous dis, dans toute liberté de mon esprit, je trouve que l'intention est bonne, mais la décision finale n'est pas bonne. Parce que là, on a l'impression de légaliser la prostitution juvénile. Bon, il faut prendre en compte tout cela. Parce que notre loi... Il faut prendre en compte tout cela. Déjà une élève qui est au banc de l'école
que ce soit au niveau primaire et secondaire, nous considérons cet élève comme mineur. Mineur, voilà. Alors, le fait de demander aux écoles de maintenir cet élève dans la classe, c'est cautionner le viol. C'est ce que je dis. Alors que notre loi, ou la loi de la République, condamne les viols. Bon, l'intention n'est pas de cautionner les viols. L'intention ici est de ne pas permettre à l'enfant d'abandonner les études. Nous ne sommes plus au niveau de l'intention, Serge Ngala Mouloumé. Oui, nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. C'est pourquoi je dis, ça aura des conséquences néfastes. Il faut éviter cette décision pour moi. Je prie à la ministre, au gouvernement, cette décision n'est pas bonne. Ou alors, chercher à ce que l'année prochaine, l'enfant revienne à l'école et que la famille prenne en charge le bébé pour la permettre de continuer avec les études. Mais dire qu'elle va continuer les études tout en étant enceinte, les garçons, ses amis là dans la classe, vont le prendre comment d'abord? Ils vont voir leurs amis se métamorphoser, elles deviennent grosses, elles prennent du poids, et à tout moment c'est de salive. Ça va impressionner les autres, ça va les intéresser, et puis ils seront distraits. Sa présence en classe, d'abord, ça sera gênant. Elle-même consciemment, elle-même psychologiquement, moralement, est-ce qu'elle aura la force de continuer à étudier tout en étant enceinte? Ça, c'est à vous de nous dire. Non, je dis non. Pouvoir Nabino, c'est ce que vous dites? Oui, je dis non, elle n'aura pas cette force-là. J'ai dit cette décision, pour moi, Serge Ngala Mouloumé, tant qu'analyste, tant que quelqu'un qui a une vision... Tant qu'IDPS, il faut dire... Tant que IDPS, je le dis, parce que... Attention, l'IDPS n'a pas discuté sur le point pour donner une option. C'est pourquoi je me mets dans la peau de l'analyste. Mais il ne faudrait pas jouer à ce jeu, Serge Ngala. Non, non, c'est clair. Je suis porte-parole. Quand c'est bon, vous parlez de notre régime. Non, attention. Je suis porte-parole. Justement. Quand je parle ici, j'engage le parti. C'est pourquoi quand quelque chose qui n'a pas encore été discuté au niveau du parti, je me mets dans la peau de l'analyste. Et quelle est la démarche que vous aviez initiée par rapport à cette question? Parce que c'est une question d'intérêt national. Oui, j'ai envoyé un message au gouvernement. Vous ou le parti? Moi d'abord personnellement. Okay. Moi d'abord personnellement, en tant qu'analyste politique, j'ai envoyé un message fort. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé le message à la ministre, j'ai envoyé le message au président de la République. Pour dire moi quoi? Je le fais. Pour dire quoi? Mais c'est ce que j'ai dit ici. C'est ce que je viens de dire ici. En tout cas. Voilà. C'est intéressant. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, Serge Ngala Mouloumé. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous sommes là. On va se retrouver très prochainement. Madame, Messieurs, nous avons échangé autour de grands sujets qui ont fait la une de l'actualité tout au long de cette semaine qui vient de finir. Il s'agissait de la question sur la ratification, l'interpellation de hauts gradés de l'armée, la question de maintien des élèves enceintes dans les classes, ainsi que les dossiers de la suspension du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que la rumeur autour de la question du gouverneur du Tanganyika. On se retrouve très prochainement.